Et me revoilà cette fois-ci pour parler du reste de la main card, parce que comme je l'avais mis dans la description de la précédente vidéo, je ne vis pas de ma chaîne, donc je ne peux pas tout sortir d'un coup, ça me prend vraiment trop de temps. Du coup, le rythme qui me semble être plutôt bien, c'est lundi, la vidéo sur le main et le co-main event entre 17 et 18h, et ensuite le reste de la main card le mardi ou au plus tard le mercredi. Après, pour l'aspect Paris, je sais pas si ça intéresse beaucoup d'entre vous, mais comme je me débrouille plutôt bien là-dedans, je me disais que ça pouvait être toujours utile ou intéressant pour vous d'entendre le point de vue que je peux avoir là-dessus. Et par rapport à tout cet aspect jeu d'argent, calmez-vous les moralistes. Vous pouvez bien faire toute la prévention que vous voulez et hurler au loup, ça changera rien pour ceux qui ont de vrais troubles à ce niveau. De mon point de vue, il vaut mieux faire comprendre aux gens que ce n'est pas un moyen fiable de gagner de l'argent, et ou s'ils refusent de l'accepter ou de l'appliquer pour eux, au moins qu'ils n'aient pas de perte trop grande en ne sachant pas du tout ce qu'ils font. Et je pense qu'il vaut mieux donner des conseils sur comment ne pas se ruiner là-dedans, que d'être hypocrite et de dire ah non, je vous interdis, ne le faites pas. Et quand même, je me gausse, hein, je suis mort de rire quand j'entends certains youtubeurs qui vous font de la prévention dans leurs vidéos à vous dire ah oui, les jeux d'argent c'est le mal absolu, et qui dans leur publicité ont des sites de paris, ou alors des jeux avec des microtransactions où vous avez des milliers, des millions de gens qui se ruinent dedans. C'est quand même assez ironique. Mais bon, si vous préférez le vocabulaire du genre ah c'est un truc de fou malade, c'est une dinguerie, bah cassez-vous. Et donc après ces errances, j'en viens au premier conseil qui est de mon point de vue vraiment le plus important et qui est inévident. Peu importe les gains que vous engrangez dans un mois, vos mises elles ne devraient jamais dépasser 5% de votre salaire mensuel. Et si ça vous frustre de mettre 10-15 euros par semaine, eh bien, je pense que vous devriez vous abstenir. Vous devriez éviter de jouer aux jeux d'argent. Parce que ce sont des sommes que vous devez voir comme des pertes, quoi qu'il se passe au niveau de vos gains, quels que soient les profits que vous faites. Et si vous arrivez à avoir cet état d'esprit, alors vous parierez intelligemment. Plus concrètement, ça vous permettra de vous dire ah je fais ce pari non pas parce qu'il a une cote qui est stratosphérique, mais parce que je sais qu'il y a de grandes chances qu'il me permette d'amortir la mise que j'ai pu mettre. Comme ça vous évitez d'avoir la mentalité d'un joueur de loto qui se dit ah oui mais il faut que je joue régulièrement parce qu'on ne sait jamais, j'aurai peut-être le million un jour. Non, ça c'est vraiment la pire chose à faire. Non, vraiment, encore une fois, je pense que si vous n'arrivez pas à vous dire ah j'ai fait 30, 50, 70% de gains par rapport à ma mise, que vous n'arrivez pas à vous satisfaire de ça et que vous voulez faire du 1000%, 2000%, ne vous lancez pas dans les paris. Allez plutôt jouer au loto, vous perdrez beaucoup moins d'argent et vous aurez à peu près les mêmes chances de réussir. Tout en gagnant beaucoup plus si jamais vous êtes un des heureux élus. Maintenant passons à la main card. Alors tout d'abord, Ankalaev contre Walker. Ankalaev, il alterne intelligemment les déplacements linéaires et circulaires. Il est très à l'aise et fluide là-dedans. Il sait très bien rester toujours à la bonne distance pied-point, qui pour lui est une distance longue, et il la garde à travers tous ses combats, justement en ne se laissant pas enfermer dans des brawls, dans des échanges de coups désordonnés, parce que il envoie 1, 2, 3 coups, puis il désengage, puis il
prend une distance de sécurité à laquelle il peut pas être atteint par l'autre. Il a une garde main basse, mais ce n'est pas un point négatif, car il l'utilise pour feinter et faire douter l'adversaire en bougeant constamment ses mains et le haut du corps. Donc voilà, il feinte très souvent. Il économise bien son énergie, parfois un peu trop, parfois il est un peu inactif, surtout au sol. Mais ce n'est pas un gros défaut parce que ça lui permet d'être prudent et de ne pas prendre de KO, de ne pas prendre trop de dégâts. Et paradoxalement, si sa mobilité c'est sûrement sa plus grande qualité, du coup à l'inverse c'est aussi son plus grand défaut parce que quand on lui enlève cette mobilité, surtout avec des leg kicks, comme Blachowicz a pu le faire, eh bien il devient beaucoup plus vulnérable. Parce que quand les échanges de coups s'éternisent, quand il part plus dans des brawls, il a parfois tendance à se figer ou à faire des choix qui sont quand même contestables parce qu'il n'est clairement pas à l'aise dans ce style-là. Si bien que Ankalaev, c'est le genre de combattant contre lequel il faut savoir mettre un volume de coups important, lui mettre la pression, couper l'octogone pour le coincer contre la cage. Cependant, Walker, c'est un peu Ankalaev, mais en moins bon. Il a les mêmes tendances, ce qui est quand même, je pense, beaucoup dû à son allonge qui est extrêmement grande. Il fait 208 cm d'allonge, Walker. D'ailleurs, ça va être un avantage certain dans un combat où l'un comme l'autre, ils aiment la longue distance, en plus d'avoir un volume de coups qui est restreint des deux côtés. Si je devais donner la plus grande qualité de Walker, eh bien, c'est son allonge et son explosivité. Par contre, ses défauts, ils sont assez nombreux. Et ces défauts justifient pleinement qu'il soit l'underdog. Ça en surprendra peut-être beaucoup, mais de mon point de vue, son plus gros défaut, c'est que c'est principalement un southpaw qui est assez immobile dans son jeu de jambes, ce qui fait qu'il a de grosses difficultés contre tous les adversaires qui vont faire des pas chassés ou des mouvements circulaires qui vont un peu empiéter sur son pied gauche, son pied avant, ce qui l'oblige à lui faire des pas chassés sur sa droite et des mouvements circulaires sur sa droite, et il n'a pas l'air d'être très confortable ou très à l'aise dans l'exercice. On l'a notamment vu contre Jamahal Hill. Autre défaut, si pour Ankalaev c'est une qualité de faire 1, 2, 3 coups à la fois, pour Walker c'est un défaut. C'est un défaut parce que son jeu de jambes est immobile, il est assez plat, ce qui fait qu'il se retrouve inactif et exposé aux attaques de l'adversaire, tout en réduisant l'efficacité de ses propres coups, puisque alors son allonge, qui a un vrai avantage dans les combats longue distance, il devient un handicap dans les combats où l'adversaire arrive à casser la distance et à le forcer à se battre en mi ou en courte distance. Enfin, on l'a vu contre Anthony Smith, sa défense des amenés au sol, elle est quand même faiblarde. Parce que la plupart des amenés au sol qu'a réussi Anthony Smith, il suffisait qu'il fasse un sprawl un peu dynamique et il l'arrêtait. Sans compter qu'en plus, il a un peu la fâcheuse tendance à se tourner et à montrer son dos pour sortir d'un single leg. Ainsi, le pronostic, il est le suivant. Si Ankalaev fait un bon combat, qu'il est intelligent, il marchera sur la jambe gauche de Walker. Il l'obligera à faire des pas chassés sur sa droite, à faire des mouvements circulaires sur la droite de Walker, ainsi à le faire reculer aussi. Évidemment, si Ankalaev reste dans la ligne droite et que il se contente de faire de la marche avant, marche arrière, là il y aura un véritable danger pour lui. Et honnêtement, je pense que quand même Ankalaev prendra quelques coups, il aura quelques petites frayeurs, mais l'avantage c'est que s'il prend ces dégâts-là, il pourra toujours temporiser
en faisant des amenées au sol, en ralentissant le combat grâce à son grappling. Et tous ces éléments me mènent à penser que la méthode de victoire la plus probable, ce sera KO au premier ou deuxième round en KLF, parce que il n'y a que en termes d'allonge que Walker est supérieur, et qu'aucun des deux n'est bon en volume ou en brawls. Si bien qu'on a là un combat miroir, où on a deux combattants qui ont un style identique, c'est-à-dire kickboxing, muay thai, longue distance et avec un volume de coups assez bas. Alors forcément, celui qui se déplace le mieux, qui est le plus prudent, ce sera celui qui gagnera. Après, le gros problème de ce combat, c'est que la plupart des sites de paris que j'ai pu voir, ils donnaient en KLF à 1,15 contre 4,50 à peu près pour Walker. Ce qui fait que la valeur la plus intéressante, ça me semble être le round auquel le combat se finit, puisqu'avec l'allonge et l'explosivité de Walker, ça me semble pas très prudent de mettre Ankalaev dans un pari combiné, en plus de ne vraiment pas rajouter une cote significative au pari. Et maintenant le combat entre Ikram et Alves. Vraiment on passe du coq à l'âne, on passe de deux combattants assez calmes, assez peu actifs en volume, à deux combattants hyper actifs. Contre, encore une fois, on a deux styles très semblables. Là, on a deux bagarreurs, deux brawlers qui sont beaucoup moins adeptes du combat longue distance, qui sont plus mi-distance. Par contre, malheureusement, concernant Ikram Aliskerov, il a très peu de combats à l'UFC. Il en a un dans les contenders et un à l'UFC. À noter toutefois qu'il a un net avantage physique dans ce combat, puisqu'il a 3 cm de taille et 10 cm d'allonge en plus qu'Alves. Là où cet avantage va lui être utile, c'est qu'il utilise son bras avant pour parer et dévier les attaques, en le gardant en extension devant lui, comme pouvait le faire John Jones. Après, ce qui est de loin son plus gros défaut, c'est que lorsqu'il se met à envoyer des combinaisons, il a vraiment une mauvaise manie d'exposer son menton. D'ailleurs, il a payé très cher contre Ramzat, qu'il a mis KO sur un uppercut. Il a aussi tendance à se retrouver assez souvent en déséquilibre, comme il a pu le faire contre House, penchant trop vers l'avant, vers l'arrière ou les côtés. Mais contre Alves, ça ne devrait pas lui poser trop de soucis. De son côté, Alves, son dernier combat, c'est contre Nicolas Dalby. Il a exactement les mêmes défauts que Ikram, celui de baisser sa garde pendant les combinaisons. Après, il semble bien changer de southpaw à orthodoxe, il switch bien. Par contre, lui aussi, il a tendance à perdre l'équilibre, et encore plus fréquemment lorsqu'il envoie des kicks. Chose inquiétante qui va être vraiment problématique pour Alves dans ce combat, c'est que contre Dalby, ni ses mouvements de tête, ni sa garde, ni ses parades ne réduisaient significativement les dégâts qu'il prenait. Et il compte trop sur son menton, franchement. Heureusement pour lui, en face d'Alby, il n'a pas vraiment de pouvoir de KO, il n'a pas vraiment d'explosivité. Parce que sur 6 victoires à l'UFC, il n'en a aucune par KO. Ça explique pourquoi il a été fini 3 fois dans ses défaites à l'UFC, une fois par soumission et 2 fois par KO. Et donc le pronostic, même si il y a quand même un peu une carence d'informations sur Ikram qui n'a pas eu beaucoup de combats dans l'UFC. En grappling, ils ont un niveau assez égal, donc il y a de grandes chances que le combat reste debout. Mais la supériorité physique d'Ikram, sa puissance et le niveau technique similaire des deux combattants me laissent penser que ce sera KO Ikram premier ou deuxième round. Après, pour ce qui est du côté Paris, la cote elle est vraiment pas très intéressante parce que c'est du 1,15 contre 4,50 à peu près de ce que j'ai pu voir. Donc ça en fait pas un combat hyper intéressant à ce niveau. Où je pense que là la seule piste c'est dans quel round se finit le combat et que le reste ne sera pas très intéressant à cause des cotes. Enfin, on a Sein Nurmagomedov contre Gafurov. Et si là encore, ils sont quand même plutôt de strikers,
eux deux pour le coup sont très différents. Parce que vous avez d'un côté Saïd qui est léger sur ses appuis, qui switch bien entre southpaw orthodoxe, qui a une bonne variété de kicks, avec des question mark kicks, des side kicks, aussi la bonne habitude de switcher ses pieds d'appui et de immédiatement lancer un kick. À l'inverse, Gafurov, lui, c'est un peu plus de coup ample, un peu plus de overhand, beaucoup moins de kick pour le coup. Saïd, il a de nombreuses qualités. C'est un lutteur réactif qui passe fluidement de debout au sol. Il semble clairement avoir une préférence pour les one leg takedown, single leg, ce qui est typique de la lutte d'Agestanev. Après, il est parfois un brin trop actif, il dépense un peu trop d'énergie, surtout à cause d'une importante fréquence de kick et de nombreuses amenées au sol, comme on a pu le voir contre Martinez. En soi, le problème de la lutte d'Agestanev, c'est qu'il y a plutôt intérêt à avoir une bonne anglaise qu'un bon kickboxing, car le problème c'est que les kicks brûlent beaucoup le cardio, et la lutte d'Agestanev en soi, elle demande un cardio vraiment à toute épreuve, donc la combinaison des deux n'est pas idéale. Et vraiment, voilà, dans le cas de Saïd, il faut qu'il apprenne à se reposer sur ses fondamentaux en anglaise et réduire le nombre de coups de poing retournés et de kicks un peu fantaisistes. Mouine Gafurov, de son côté, il a aucun combat à l'UFC, ce qui va être problématique pour évaluer son niveau. Il est moins mobile, il envoie peu de combinaisons. Contre Castaneda, il check peu les low kicks, peu fréquemment, il en laisse beaucoup passer. Après, il a aussi cet énorme défaut d'avoir une précision qui est basse quand il a coincé l'adversaire contre la cage et qu'il envoie trop de overhand tout en penchant vers l'avant de façon exagérée. Lui, il gagnerait encore plus que Saïd à mettre beaucoup plus de jab, de cross. Ensuite, du point de vue du grappling, il sait défendre contre les menaces de soumission vraiment extrêmes, mais il laisse l'adversaire prendre une position désavantageuse pour lui. Par exemple, il a laissé Castaneda prendre son dos plusieurs fois. Et il a cette mauvaise manie de chercher à sortir des positions où il est en danger, mais seulement quand ça devient vraiment limite. Parce qu'il est un peu inactif dans sa défense au sol. Lui, pour le coup, il a le défaut inverse de son adversaire, c'est que il laisse trop les choses se faire, il se repose parfois un peu trop, il s'économise. Même dans sa lutte, il a tendance à s'appuyer contre l'adversaire, contre la cage, à ne pas forcément aller au bout de ses single leg et de ses double leg. Ça a le seul avantage de ne pas se fatiguer, mais il ne risque pas de, de mettre une soumission comme ça, quoi. Ensuite, voilà, tous ces éléments mènent à penser que ce combat se finira sûrement quand même par une soumission au deuxième ou au troisième round par Saïd, car Gafurov, même s'il a de bons réflexes, quand il est en danger au sol, il va se retrouver de nombreuses fois dans des situations dangereuses, et ça permet de se dire que Saïd, étant un très bon grappleur, il trouvera forcément une opportunité à un moment, et s'il ne la trouve pas, il gagnera par décision. Là pour le coup c'est un combat intéressant du point de vue des côtes, parce que c'est beaucoup plus équilibré. C'est à peu près un 40, un 50 Saïd pour 2,50 pour Gafurov. Là je pense qu'il y a un intérêt sur celui-ci. Et pour le coup la méthode de victoire peut-être bien. Et voilà, c'est tout. Donc si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Et bon UFC 294.